Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce webinaire sur le sixième cycle de certification des établissements de santé. Ce webinaire est co-organisé par la Haute Autorité de Santé et France Asso Santé, qui représentent les usagers dans le système de santé. Euh, Nous avons une tradition de co-organisation de webinaires à chaque nouveau cycle de certification. Nous co-organisons systématiquement l'AHS et France Asso Santé ce type de webinaire, soit pour présenter donc un nouveau cycle comme aujourd'hui, soit pour en faire le bilan, comme nous ferons probablement dans quelques temps. 2025, c'est l'occasion de vous présenter le sixième cycle de certification. Vous êtes particulièrement concerné si vous êtes représentant des usagers dans un établissement de santé ou dans un GHT ou toute autre instance en lien avec les établissements de santé. Le sixième cycle a débuté formellement le 1er septembre 2025. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 22 septembre. Vous êtes dans les temps pour être informé des nouveautés de ce nouveau cycle. Au cours de ce webinaire, nous entendrons successivement une introduction générale par Madame Véronique Anatole, qui est présidente de la commission de la certification et membre du collège de la HAS. Puis, un bilan du cinquième cycle par Patrick Méchin, chef du service de la certification à la HS. Ces interventions seront suivies d'un retour d'expérience sur le cinquième cycle par Jean-Pierre Richard, membre de France Asso Santé et vice-président de la commission certification à la HS. Reviendra à nouveau Patrick Méchin pour nous présenter les innovations du sixième cycle de certification. Son intervention sera suivie de celle d'Isabelle d'Orléans du service de certification qui pointera des travaux qui concernent particulièrement les représentants des usagers. Puis, nous aurons un temps d'échange dédié à vos questions et à vos réponses de environ une demi-heure. Vous pourrez poser vos questions, notamment par le canal questions-réponses qui est sur Teams. Et enfin, nous conclurons cette manifestation par la parole de Claude Rambaud, qui est première vice-présidente de France Asso Santé. Madame Véronique Anatole, je vous passe la parole. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment ravie d'être présente pour ce webinaire. Donc, en tant que présidente de la commission de certification et membre du collège, donc je succède à Catherine Jung. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis directrice d'hôpital et j'étais auparavant directrice générale du CHU de Rennes et j'ai travaillé dans 4 régions différentes, donc à la tête de CHU ou de centres hospitaliers à Paris, en Normandie, en Lorraine et en Bretagne. Et j'ai toujours été une passionnée des enjeux de qualité de sécurité des soins et j'ai toujours souhaité renforcer très, très largement la place des usagers et leur rôle, le rôle des représentants des usagers à la fois dans la gouvernance et dans l'association, au bon fonctionnement d'établissements, au travail d'équipe. Donc, je suis ravie d'être ici. Alors, effectivement, comme vous le savez, nous avons démarré ce sixième cycle qui a été simplifié, renforcé dans sa pertinence. Patrick Méchin aura l'occasion de le détailler et qui renforce aussi la place des usagers de manière forte, parce que je crois vraiment, et c'est le premier message que je voulais vous faire passer, que la qualité et la sécurité des soins sont vraiment un enjeu majeur pour nos établissements, qu'il s'agisse d'ailleurs des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux, et que ça doit rester la boussole du système de santé, malgré toutes les difficultés qu'ont nos concitoyens, à la fois pour accéder aux soins, mais aussi toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements, qu'il s'agisse des tensions sur les lits, sur les ressources humaines, des tensions financières de tous ordres, dans un contexte qui n'est pas simple à la fois au plan territorial et national. Alors, je rappelle simplement, et sans trop détailler, puisqu'on y reviendra, que ce sixième cycle a 3 objectifs clés. Un, de renforcer justement les exigences sur les enjeux clés en termes de risques, que sont les risques obstétricaux.
la sécurité des prescriptions et l'usage des médicaments, les risques liés au numérique et à l'intelligence artificielle, qui sont aussi des enjeux nouveaux qui ont été pris en compte, et c'est très important, de s'adapter aux priorités de santé publique, avec l'ajout, comme vous le savez sans doute aussi, de la pertinence de la prescription d'antibiotiques dans les critères impératifs, avec un accent mis également sur tout ce qui est urgence et prise en charge non programmée, et avec le renforcement aussi des critères sur les pratiques en psychiatrie et en soins critiques. Et le troisième enjeu, et c'est là que ce webinaire prend aussi tout son sens, c'est le renforcement de la place des patients, des usagers, des patients qui doivent être vécus comme des partenaires, des vrais partenaires du soin, à la fois par les équipes médicales soignantes, mais aussi par la gouvernance des établissements à tous les niveaux. Et leur rôle dans le parcours des soins, le respect de leurs droits, bien évidemment, leur capacité de s'exprimer, d'être écoutés et qu'on prenne en compte leurs attentes, et aussi renforcé dans ce 6e cycle. Et c'est très important, je crois, dans le contexte actuel. On reviendra dans le détail des critères avec Patrick, je pense, dans la présentation. Alors pour terminer, je voudrais bien sûr remercier à la fois France Asso Santé. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Merci beaucoup à tous et toutes qui vous jouez dans les établissements un rôle tout à fait majeur. J'en suis convaincue, pour porter la voix des usagers auprès des équipes et auprès des gouvernances des établissements. Ce partenariat entre la HAS et France Asso Santé, je pense, est tout à fait exemplaire. Je pense qu'il doit vraiment se renforcer encore dans les années qui viennent pour porter encore mieux qu'aujourd'hui la parole de l'usager. Et puis, je voudrais aussi rappeler qu'à la HAS, nous avons aussi non seulement dans ce nouveau manuel renforcé la place de l'usager, mais nous avons aussi mis à disposition des outils, on y reviendra, bon évidemment le nouveau manuel, mais aussi des guides, des fiches pédagogiques qui vont vous permettre aussi, en tant que représentant des usagers, de mieux comprendre les enjeux de ce nouveau cycle, et c'est l'objet de ce webinaire, et puis bien évidemment de répondre à vos questions. Et puis je terminerai en indiquant que l'objectif aussi d'avenir de cette certification, c'est demain encore plus de simplification, encore plus de médicalisation, encore plus de transversalité, peut-être une prise en compte encore plus forte des résultats, de la transversalité entre l'analyse des événements indésirables, entre les indicateurs de qualité et sécurité des soins, la démarche de certification, et votre rôle dans cette évolution aussi que va porter la HAS dans les années qui viennent est évidemment aussi essentiel pour co-construire avec vous, et comme cela a été fait dans le cadre de ce 6e cycle, mais aussi dans tous les outils de la HAS, la parole de l'usager, la parole du patient auprès des équipes et auprès des établissements. Donc, merci beaucoup d'être si nombreux à être connectés et évidemment, ce webinaire, je l'espère, va répondre à vos questions et en tout cas nous permettre de co-construire encore davantage une meilleure réponse aux attentes du patient. Merci, Madame Anatole. Merci pour ces éléments d'introduction. J'en profite pour annoncer que toutes les ressources de ce webinaire seront disponibles en ligne, aussi bien les présentations que le webinaire lui-même. Donc, cette question nous est régulièrement posée. On peut vous rassurer sur ce point, tout sera absolument disponible. Je passe maintenant la parole à Patrick Méchin, chef du service de la certification, et qui va nous présenter un rapide bilan du 5e cycle de la certification. Patrick. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un plaisir de partager avec vous ce webinaire et l'occasion effectivement de faire le bilan du 5e cycle de certification avant d'évoquer le 6e. Tout d'abord, donc en termes de bilan, donc sur la diapo qui va suivre, vous allez pouvoir remarquer que nous avons engagé donc sur ces 4 dernières années 2355 démarches de certification. Sur les 2355, nous avons rendu déjà 2023 décisions. Donc, les dernières décisions ou l'écart qui reste est lié au fait que les visites de certification qui n'ont pas encore eu de décision sont des visites qui passeront à la commission de certification dans les mois de septembre, octobre et novembre prochains. Ce qu'on peut noter, c'est que globalement, la réponse des établissements de santé aux attendus du référentiel de certification, aux attendus de la qualité et de la sécurité des soins, sont quand même, les établissements de santé sont présents. Il demeure
toutefois des établissements de santé qui sont encore en écart par rapport à certains sujets. Alors, si on regarde effectivement les résultats, on va s'apercevoir qu'on a encore aujourd'hui 86 établissements qui sont non certifiés, qui donc ne répondent pas du tout aux attendus de la certification, ou en tout cas présentent en fait des niveaux de fragilité assez importants. Et puis 149 établissements qui sont certifiés sous condition, donc qui vont donc qui sont certifiés, mais qui vont devoir en fait démontrer leur capacité à avancer sur un certain nombre de sujets dans l'année qui vient, l'année qui suit la décision. On peut noter que 86 établissements à ce jour non certifiés, c'est un gros changement par rapport au cycle précédent, puisque nous n'avions que 4 à 5 établissements qui étaient non certifiés dans les autres cycles. Ça vient du fait qu'on a quand même considérablement changé le prisme de la certification. Auparavant, on était sur une certification qui allait regarder les processus, la manière dont les établissements étaient organisés pour répondre à tel ou tel sujet. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur des résultats et avec des méthodes d'investigation qui sont très différentes, puisque ce qui s'appelle les traceurs, et avec notamment les méthodes du patient traceur, du parcours traceur, des traceurs ciblés, donc sur lesquels vous avez été associé. Si on regarde maintenant les résultats de certification par objectif, et notamment en faisant un focus sur les objectifs en lien avec les thématiques que sont les droits du patient, l'évaluation des pratiques et l'engagement du patient, eh bien, on note que si les établissements qui sont certifiés haute qualité des soins ou qui sont certifiés répondent plutôt bien à ces attendus-là, il en est c'est très différent pour les établissements qui sont certifiés sous condition ou non certifiés. Et on va le voir avec la diapo suivante, où les critères qui portent sur les critères en fait qui posent effectivement la question de la place du patient dans les attendus de la certification, et notamment ceux en lien avec l'expérience du patient, où on demande effectivement à ce que le patient soit invité à faire part de son expérience, à la manière dont l'établissement est organisé pour récupérer toutes les formes d'expression du patient, comment l'établissement est mobilisé pour recueillir l'expertise patient. Et donc, on voit qu'effectivement, sur des sujets comme le patient est invité à faire part de son expérience et à la mobilisation de l'expertise patient, certes, qui est un critère avancé, mais qui est un critère qui est là pour faire levier aussi à l'amélioration des pratiques, eh bien, on voit qu'on a des établissements qui sont quand même en difficulté par rapport à ces sujets. Globalement, quel que soit le niveau de certification, et notamment ceux pour qui la haute qualité des soins est quand même assez distendue. Si on passe à la diapo qui suit, on va noter que effectivement sur les critères impératifs, nous avons là aussi des écarts qui sont certes moins impressionnants, mais qui existent quand même encore pour des critères dont on a considéré qu'ils devaient être impérativement à l'œuvre dans les établissements de santé. Et c'est notamment sur l'expression du consentement. Là, on voit que plutôt les équipes et avec les patients sont au rendez-vous de cet attendu. Le respect de l'intimité et de la dignité sur ce cycle de certification-là, avec ces critères et ce niveau d'exigence qui, on le verra après, va possiblement évoluer. Et donc là, on est dans les attendus de ce référentiel. Mais on voit que sur les questions qui concernent, par exemple, la prise en charge de la douleur, on a encore du travail à faire. Sur la lutte contre la maltraitance, on a encore des sujets. Et sur un sujet qui concerne la manière dont les équipes analysent et exploitent les résultats liés à leurs indicateurs. Et donc, on va retrouver parmi ces indicateurs l'indicateur ISATIS. Voilà. Donc, on voit que globalement, on n'est pas si loin des attendus, mais on a quand même encore un petit peu de travail sur les critères impératifs. Voilà pour le résultat. J'étais assez rapide parce qu'on a aussi le 6e cycle à vous présenter par la suite.
Merci beaucoup, Patrick, et je vais à ce moment-là passer la main. Donc, merci pour cette synthèse côté HAS. Et voici maintenant une synthèse côté représentant des usagers que nous présente Jean-Pierre Richard de France Asso Santé et vice-président de la commission de la certification. Jean-Pierre, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis également représentant des usagers. Et je suis au cours de mon 3e mandat et vais renouveler le 4e très prochainement. Alors, je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui s'accorde pour reconnaître que la visite de certification constitue une étape clé de la démarche qualité des établissements de santé. Et de même, cette visite s'avère être toujours un moment particulier du mandat du représentant des usagers. L'arrivée à son terme du 5e cycle et l'ouverture du 6e constituent effectivement une bonne opportunité de demander aux représentants des usagers leur avis. Et c'est ce que nous avons fait en interrogeant un certain nombre d'entre eux et que nous remercions bien sûr pour leur réponse. Alors, ce questionnaire a été centré sur la visite de certification. Il aurait pu l'être tout aussi bien sur la démarche qualité dans son ensemble à laquelle doit participer le plus activement possible, bien sûr, les représentants des usagers. Alors, 3 questions leur ont été posées. La première, c'était de savoir quel a été leur degré d'implication dans leur visite de certification. La deuxième question était de connaître leurs sentiments suite à l'entretien qu'ils ont eu avec l'expert visiteur. Et enfin, en quoi la restitution en fin de visite a été fidèle à leurs observations. Voilà les 3 questions qu'on va leur poser. Alors, voyons tout d'abord la première question. Quel était le degré d'implication des représentants des usagers questionnés dans la préparation de la visite de la HAS? Alors, vous voyez apparaître sur la diapositive 2 opinions franchement opposées, l'une extrêmement positive et l'autre beaucoup moins, et on va y revenir. Alors, est-ce vraiment surprenant? Non, ça ne l'est pas quand on connaît la diversité des situations que connaissent nos collègues sur le terrain. Donc tout d'abord, un avis franchement positif qui traduit manifestement une parfaite intégration de notre collègue qui se sent, et je la cite, comme faisant partie de l'équipe avec un réel travail de groupe. Fin de citation. À l'opposé, on découvre une opinion totalement inverse de la part d'un autre collègue qui affirme, et je le cite, « Lors de la 2e visite, après une non-certification et après un changement de gouvernance, les représentants des usagers ont été tenus à l'écart de la visite, considérant, écoutez bien, qu'ils n'étaient pas partie prenante de la démarche. » Fin de citation. Affirmation assez sidérante à entendre, et pourtant, que je vous précise que l'intéressé, suite à cela, a décidé de ne pas renouveler son mandat en raison du peu de considération accordée par l'établissement, on peut bien le comprendre, tout en déplorant en même temps la posture de la gouvernance qui l'a amené à prendre cette décision radicale. On y reviendra. À l'observation, en réalité, c'est le plus souvent une situation intermédiaire que l'on constate dans les établissements, à savoir le respect à minima de la réglementation et des procédures, mais pas de véritable partenariat comme il serait souhaitable, comme quoi il y a une marge de progression manifeste encore. On en vient à la deuxième question concernant les conditions de déroulement de l'entretien avec l'expert visiteur. Vous savez que c'est un moment clé de la visite, en tous les cas pour les représentants des usagers, où ils bénéficient effectivement d'un entretien spécifique qui leur est dédié avec un expert visiteur. Alors, une précision préalable que je voudrais apporter vu la diversité des pratiques observées par les établissements. Il faut rappeler en effet que non seulement les représentants usagers ont un temps dédié avec la Haute Autorité de Santé, mais qu'ils sont naturellement invités à être présents à la réunion d'ouverture de la visite, au bilan d'étape journalier, au bilan de fin de visite, ainsi que bien sûr à la restitution plénière. Il n'était sans doute pas inutile de faire ce rappel qui d'ailleurs est précisé dans le guide méthodologique de la HAS concernant le 6e cycle de la certification. Ceci étant précisé, l'opinion quasi unanime des collègues interrogés est d'affirmer que l'entretien avec la HAS est un moment d'échange très apprécié en raison de la qualité de l'écoute et de la totale liberté de parole qui prévaut, comme il est précisé dans ce premier témoignage figurant sur la diapo.
C'est plutôt davantage sur la difficulté parfois de faire passer des messages que sont exprimées certaines réticences. Pour preuve, le témoignage que l'on voit sur la diapositive, c'est sans doute un problème de compréhension réciproque, mais il ne faut jamais occulter que les représentants des usagers n'ont pas tous le langage, la culture des professionnels hospitaliers, et qu'il peut en résulter assez naturellement des incompréhensions. Il demeure que cet instant privilégié avec un représentant de la HAS doit être particulièrement préparé, je rappelle d'ailleurs qu'on peut s'y former, et de manière à optimiser cette opportunité, pour faire passer les messages dont les représentants usagers sont porteurs, il faut bien réaliser qu'1 heure environ d'entretien, c'est très court, comme a tenu à nous le rappeler un de nos interlocuteurs. On en arrive à la troisième question posée, à savoir la restitution de la visite. Là aussi, quand on lit effectivement les témoignages sur la diapositive, on voit que les avis sont nuancés. Alors, beaucoup de nos collègues nous ont déclaré se retrouver totalement dans le discours de restitution. Selon l'un d'entre eux, que je cite, « La restitution a repris nombre d'éléments négatifs mis en avant par les représentants des usagers lors de leur audition. » Ou bien encore, et je cite un autre collègue sollicité, « Le souhait exprimé d'être davantage associé au groupe de travail de l'établissement a été repris. » Fin de citation. A contrario, certaines appréciations sont plus contrastées. Citons par exemple ce témoignage. « La vision d'ensemble n'est pas toujours là au moment de la restitution. Certains défauts sont majorés sans essayer de comprendre le cœur de métier de l'établissement. Un établissement de rééducation ou du grand âge ne peut être appréhendé comme un établissement MCO. » Fin de citation. Je dois évoquer aussi, pour la clarté de nos échanges, un autre motif d'incompréhension souvent relevé par nos collègues, qui tient à ce que les corrections apportées par l'établissement en cours de visite ne sont pas systématiquement prises en considération par les experts visiteurs dans le rapport final. Alors, il semble toutefois que cette posture soit variable en fonction des effectifs, mais là, c'est un vrai sujet d'incompréhension de la part des collègues. Là aussi, et sans répéter ce qui a été dit précédemment, un effort de clarification et d'explication est très souhaitable pour une bonne compréhension par les représentants des usagers du discours et des décisions qui vont s'en suivre. J'en viens à la conclusion de cette présentation. En résumant, les avis entendus par les représentants des usagers, dont certains sont d'ailleurs repris sur la diapositive. Conclusion que je ferai en 3 points. D'abord, il est clair que les représentants usagers tirent un bilan nettement positif de la démarche de certification, soulignant la réelle volonté de la HAS de les y associer et de les entendre, notamment au travers de l'audition qui leur est dédiée. Toutefois, beaucoup d'entre eux souhaitent que les experts visiteurs soient particulièrement attentifs à tenir un discours qui soit compréhensible par tous, surtout des personnes qui n'ont pas une parfaite connaissance des arcanes hospitaliers. Ce peut être le cas des RU, mais aussi des personnels de l'établissement, je pense aux personnels administratifs ou techniques, qui ne sont pas tous des professionnels de santé, et cela paraît d'autant plus nécessaire lorsqu'il faut faire entendre des recommandations ou des obligations d'amélioration qui peuvent être parfois difficiles à comprendre, voire à admettre. Deuxième temps, c'est comme il est dit sur la diapo, la certification s'avère être un très utile révélateur de situations anormales, voire irrégulières. Pour preuve, des événements indésirables graves, non déclarés, ou bien encore, comme on l'a vu, des postures d'établissement qui ignorent ou bafouent délibérément la représentation des usagers. Citons pêle-mêle la non-reconnaissance des prérogatives d'un président de CDU, le non-respect des réunions réglementaires, ou comme on l'a vu, l'éviction pure et simple des RU de la démarche de certification. Alors sur ce dernier point, je crois qu'il faut être extrêmement clair. Ces situations doivent être signalées et sans attendre la visite de la Haute Autorité de Santé, et en cas de persistance, être déclarées ouvertement aux experts visiteurs en s'assurant que cet état de fait est bien repris dans la restitution. Ces situations devraient être considérées comme ayant valeur de critères impératifs parce que relevant, selon un phrasé bien connu de la Haute Autorité de Santé, ce que l'on ne veut plus voir dans un établissement de santé. Enfin, troisième point, nombre de nos collègues déclarent souffrir d'un manque de reconnaissance ou d'un manque de marge de manœuvre, ce que peut d'ailleurs révéler ou confirmer la visite de certification. Comme on l'a dit, la responsabilité des établissements peut en être à l'origine, mais il est tout aussi vrai de reconnaître
que certains de nos collègues se sentent isolés, souvent parce qu'ils sont les seuls désignés dans leur établissement, mais ça peut être aussi parfois, disons-le clairement, en raison d'un manque d'engagement, de collaboration des autres représentants des usagers désignés. Être représentant usager, c'est prendre un engagement vis-à-vis de son association, d'un établissement et de ses usagers, et des autres représentants des usagers. Un engagement qu'il convient de respecter, sauf bien sûr impossibilité majeure. À chacun donc de bien mesurer sa responsabilité et ses capacités au moment d'être candidat à cette mission. En résumé, les outils, nous les avons, et le référentiel du 6e cycle les renforce encore. Alors à nous de prendre en main ces outils, d'en tirer le meilleur profit, dans l'intérêt bien compris des usagers que nous représentons. Merci. Merci Jean-Pierre Richard pour ce témoignage de terrain sur lequel on peut noter beaucoup de choses. On peut noter les attentes et les écarts vécus par rapport à la certification telle que la HAS la présente, ce que nous disait très bien Patrick Méchin tout à l'heure, mais aussi sur les attentes qui sont spécifiques au milieu associatif et la complexité de sa gestion. Merci pour ce temps 1. Et nous arrivons un peu au deuxième temps sur une vision rétrospective et prospective de l'évolution de l'usager au sein des dispositifs de certification, des cycles de certification selon les époques. Et c'est Patrick Méchin à qui je repasse à nouveau la parole. Eh bien, merci, parce que l'intervention de Jean-Pierre est une parfaite illustration de la manière dont la certification aujourd'hui donne la place aux usagers. Alors, si on regarde effectivement dans la diapo qui vient, l'émergence de la parole du patient au fil du temps, et notamment, bon, on n'est pas allé chercher non plus depuis les temps romains, hein, mais on est sur 1958 avec le malade assisté qui devient un malade objet de soin. Et puis, on va arriver avec Ma Santé 2022 à le patient qui est acteur de sa santé et avec lequel on va travailler un partenariat et on voit émerger cette notion d'engagement patient. Et donc, entre 1958 et 2022, il y a une révolution qui s'opère autour de la place de la parole du patient dans le système de santé et la manière dont les équipes doivent la prendre en compte. Donc, c'est une évolution, c'est plus qu'une évolution, c'est quand même une révolution, pour le coup, dans la manière d'entendre le patient et de prendre en compte sa parole. Eh bien, c'est à peu près la même chose qu'on va voir avec les différents référentiels de certification. Au début, en 1996, avec l'ordonnance Juppé, vous savez, les premières visites de certification qui s'appellent accréditation à l'époque, bien, on n'a pas de critères dédiés. On n'a pas de critères dédiés aux usagers. On va les rencontrer. On les rencontre. Ils sont présents dans la visite de certification, mais de manière informelle. Il n'y a pas de critères en fait dédiés. Et puis, avec l'évolution des cycles de certification, eh bien, on voit commencer à avoir une place donnée aux usagers et aux représentants des usagers. On a des critères dédiés, donc dès le deuxième cycle de certification. Le troisième cycle de certification, on a un critère qui est dédié, et puis on a une rencontre qui est obligatoire avec la commission des relations avec les usagers à l'époque. Et c'est un temps qui dure 45 minutes. Donc on voit déjà que entre le premier cycle et le troisième, on a quand même une évolution qui est importante et qui suit l'évolution réglementaire, puisque en fait, à partir de 2005, eh bien, on a eu la loi Kouchner. 2010, bah, c'est la loi Kouchner qui se renforce, etc. Et puis on voit avec le référentiel 4 et puis le 5, l'arrivée de la loi de modernisation de notre système de santé.
la CRUC-PC qui est transformée en commission des usagers, et donc avec les évolutions qui vont suivre, et notamment sur le cinquième cycle pardon, de certification, on a un critère dédié, on a des éléments d'investigation qui sont obligatoirement mis en œuvre. Et puis, on a la rencontre, comme l'évoquait Jean-Pierre, des représentants des usagers et des représentants des usagers qui sont là normalement tout le temps de la visite, sur les bilans journaliers, sur des temps de rencontre spécifiques, mais également sur les bilans de la réunion d'ouverture et les bilans de fin de visite. Et puis, le sixième cycle arrive. Et dans le sixième cycle, on a un critère impératif qui va porter sur la satisfaction et l'expérience du patient. On a renforcé l'exigence sur la thématique expérience patient, on va le voir tout à l'heure. On a souhaité qu'il y ait une implication accrue des patients partenaires et des associations dans la construction des parcours. C'est très important parce qu'en fait, on voit qu'effectivement, mieux prendre en compte le point de vue du malade, son expérience, est un élément déterminant pour la réussite d'un parcours de santé. Et puis, on voit arriver des résultats, les résultats de la prise en charge, c'est ce qu'on appelle les PROMS. Je suis patient, j'ai subi une intervention chirurgicale, ou j'ai bénéficié, pardon, d'une intervention chirurgicale, eh bien, je vais être en mesure de pouvoir mesurer les résultats pour ma santé. On a exigé, ce n'est pas une obligation réglementaire, mais nous avons exigé effectivement qu'il y ait un projet des usagers à l'attention dans les établissements de santé. Et puis, on a également le suivi des plans d'action issus des RMM après les événements indésirables graves. Donc, se saisir de la parole des patients est un élément qui est déterminant pour la certification. L'expérience, c'est relater les faits. Que s'est-il passé ou non durant mon séjour? Ça relève de ce qu'on appelle l'expérience patient, c'est les mesures, c'est ISATIS. Le résultat clinique, c'est également factuel. Quel est le résultat de soins pour ma santé? Ça relève de ce qu'on appelle les PROMS, c'est la mesure de la qualité de vie, l'efficacité des soins, etc., dans les questionnaires qui sont adaptés. La satisfaction, vous la connaissez, hein, c'est une démarche qui est installée maintenant depuis de nombreuses années dans les établissements de santé, mais c'est comment on a perçu le séjour, comment les choses se sont déroulées. Et puis, on a donc des choses qui sont individuelles, donc tout ça, ce sont des démarches individuelles, et puis on a des démarches qui impliquent davantage les représentants des usagers et les associations de patients au sein des établissements de santé, où là, on va attendre effectivement un regard porté sur le respect des droits, la contribution des marges d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et donc le projet des usagers, pour faire en sorte qu'il y ait une appropriation des enjeux portés par le point de vue des patients et l'expérience patient dans les projets des services, dans les projets des unités de soins. L'important dans le petit schéma que l'on voit, c'est que on n'oublie pas le patient. Quand on parle du patient, on a rencontré le patient et on a pu effectivement recueillir son point de vue. Ce récit du patient, il est important pour des tas de situations, mais notamment lorsqu'il se passe un aléa, lorsqu'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, ça peut être un événement indésirable associé aux soins, par exemple. Dans ce cadre-là, on va mettre en place une méthode d'analyse des causes et la prise en compte du point de vue des patients y est décrit à ce moment-là comme essentiel. Mais il faut effectivement que l'on amène le patient à être effectivement acteur de son parcours. Ce n'est pas seulement le fait de le dire, mais il faut le faire. Et en tout cas, il est le seul à vivre toutes ces étapes. Si on passe à la diapo suivante, on va rentrer dans les attendus du sixième cycle de certification. Merci Patrick. Juste, je reprends la main un instant pour te laisser reprendre ton souffle et pour insister sur le fait que nous démarrons sur le sixième cycle
et que vous allez donc avoir tous les détails sur le 6e cycle et qu'à partir de là, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est l'objet de ce webinaire, le 6e cycle de certification. Vos questions sont les bienvenues et nous les traiterons. Et je le rappelle, le 3e temps de cette manifestation, les échanges avec vous. Patrick. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, donc la diapo qui suit va rappeler en fait les ambitions de ce 6e cycle de certification. En gros, on est dans quelque chose qui a quand même est une continuité du 5e cycle, à la fois en termes d'adaptabilité du référentiel aux enjeux de santé publique, à renforcer des exigences sur des enjeux clés, parce qu'en fait, on le verra tout à l'heure, mais on a des enjeux qui sont portés nationalement, mais aussi internationalement. Je pense par exemple à la lutte contre l'antibiorésistance ou au développement durable. Et puis, le 3e enjeu majeur, c'est de faire du patient un partenaire des professionnels de santé pour sa prise en charge, qu'elle soit individuelle ou à l'échelon collectif des structures de soins. Voilà, donc ça, c'est vraiment une des 3 ambitions, voilà, du 6e cycle de certification. Sur la diapo suivante, le 6e cycle, il a été effectivement un ajustement du 5e, mais aussi une évolution, on va le voir, une évolution assez importante dans un renforcement d'un certain nombre d'attendus. On a ce référentiel qui a été ajusté au terme d'une concertation qui a été longue et présentée en janvier 2025. L'ensemble des parties prenantes ont été associées et dans les parties prenantes, France Asso Santé est un acteur majeur. Les objectifs ont été redéfinis. Et puis, on a mis à jour un certain nombre de critères et notamment une meilleure prise en compte de l'expérience patient. Et puis, une évaluation renforcée de certains secteurs d'activité. Et je pense notamment à l'activité en psychiatrie, dans les soins critiques, dans les secteurs de soins critiques, dans les services d'urgence. Et ce référentiel 2025, donc applicable pour les visites dès à présent, donc est maintenant à l'œuvre avec 3 chapitres, donc que vous connaissez. La structure en fait du référentiel, elle n'a pas changé. On a simplement rééquilibré un petit peu les chapitres de telle manière qu'il y ait moins d'impact d'un chapitre sur l'autre pour le résultat final. Mais globalement, on a 3 chapitres, 12 objectifs, donc 4 par chapitre, 118 critères, donc on verra qu'on a descendu un petit peu, et 3 niveaux d'exigence. Et dans les 3 niveaux d'exigence, on se rappelle quand même qu'on a des critères qui sont génériques, des critères qui sont spécifiques. Il y a des établissements de santé, par exemple, qui n'auront que 86 ou 87 critères. D'autres qui ont des activités de psychiatrie, qui auront des activités de soins critiques, enfin, etc., auront toutes les activités. Je pense par exemple au CHU. Et puis, on a aussi 3 niveaux d'exigence, comme on avait précédemment, avec des critères standards, des critères impératifs et des critères avancés. Vous voyez à travers cette diapositive que l'on a 12 objectifs. Donc, c'est la diapo suivante. Donc, ces 12 objectifs, en fait, ils visent à améliorer le calcul des scores. Donc, un même nombre d'objectifs par chapitre, un meilleur équilibre des critères génériques par objectif, et un nombre plancher et plafond d'éléments d'évaluation par critère. C'est-à-dire là où parfois on pouvait avoir un critère avec 7 ou 8 éléments d'évaluation. Là, aujourd'hui, on n'en aura plus que 4 pour le minimum et 6 pour le maximum. Donc, en fait, on équilibre un peu les choses comme ça. Ça participe aussi de notre démarche de simplification de la perception de la visite de certification. Comme vous avez vu aussi précédemment, on a 21 critères impératifs, donc on passe de 17 à 21. On renforce le niveau d'exigence. On a diminué le nombre de critères, on a équilibré, mais on a renforcé les exigences sur un certain nombre de sujets dans tous les établissements et dans tous les services d'établissements français. Donc, sur la diapo suivante, on voit effectivement ces 21 critères impératifs qui apparaissent. Et parmi les critères impératifs, donc il y en a un qui apparaît particulièrement, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la satisfaction et l'expérience des patients.
Donc ce critère impératif-là va nous amener à aller rechercher dans chaque établissement de santé, à échanger avec les équipes sur la manière dont ils se saisissent des résultats de l'expérience des patients. Donc c'est très important parce qu'en fait c'est très structurant pour les établissements de santé et ça nous amène effectivement réellement à renforcer l'attendu sur le sujet. Et puis on voit à travers les autres critères impératifs l'attendu aussi qui se renforce sur les résultats pour les malades. Et je pense, par exemple, sur le dernier objectif que vous voyez qui est en vert, qui va questionner effectivement l'établissement de santé dans son ensemble, mais sur le transfert évitable des personnes âgées, eh bien, on va s'intéresser à la manière dont l'établissement de santé sur son territoire est organisé pour pouvoir éviter ces transferts évitables. Éviter à ce que des personnes qui sont, par exemple, très âgées, qui vivent en EHPAD, puissent, pour un problème de santé, une exploration fonctionnelle, etc., ou pour un problème de... éviter qu'ils passent par les urgences. À ce moment-là, on regardera la manière dont l'établissement est organisé, soit pour que la personne arrive directement dans le secteur d'imagerie, soit dans le secteur d'activité clinique qui va le prendre en charge. Donc ces éléments-là sont effectivement posés pour permettre en fait une meilleure prise en compte du point de vue du patient. Et ça ne peut se faire, ces choses ne peuvent se faire que si effectivement, dans le cadre du projet des usagers, on a posé collectivement les principes d'une organisation qui soit porteuse de toutes ces ambitions. Le référentiel, il est structuré en 3 chapitres, donc je le balaye pas, vous le retrouverez dans le diaporama et dans le document qui sera mis à votre disposition. Le processus décisionnel, il ne change pas. On a un rapport de visite avec les observations de l'établissement, hein, c'est la première étape. On a une analyse qui est réalisée par la Haute Autorité de Santé. Cette analyse comporte la synthèse par chapitre, enfin la synthèse globale hein, de la visite de certification, les résultats avec les scores et puis les scores sur les critères, les chapitres, les objectifs et sur les critères impératifs, et puis une étude de criticité des fiches anomalies. Chaque critère impératif, dès qu'il y aura un nom sur les réponses aux éléments d'évaluation qui concernent les critères impératifs, il y aura une fiche anomalie. Et donc, l'idée, c'est que on puisse avoir, pour chaque fiche anomalie générée, eh bien, une analyse qui puisse être donnée, communiquée à la Haute Autorité de Santé pour prise en compte pour le niveau de décision. Et puis les cas de niveau de décision, vous les connaissez, ça ne change pas. Hein. La seule chose qui peut être modifiée, c'est le délai de reprogrammation de la visite lorsque nous sommes effectivement avec une visite certifiée sous condition ou non certifiée. Où effectivement, dans ces cas-là, la décision prise par la commission de certification des établissements de santé prendra en compte le niveau de criticité, l'ampleur des améliorations à emporter et la capacité de l'établissement à se mobiliser. On peut être dans des mobilisations qui peuvent être rapides sur un certain nombre de sujets et plus lentes pour d'autres, donc il faut pouvoir laisser le temps. Quand ça ne touche pas à la sécurité, quand ça ne met pas en danger les malades. Bien évidemment, quand ça met en danger les malades, il y a une réponse qui doit être organisée, qui doit être beaucoup plus rapide. Mais parfois, c'est juste des adaptations de locaux, enfin des choses comme ça. Pour ce qui concerne le rôle des usagers dans le 6e cycle de certification, ce qu'on peut se dire, c'est que nous avons plusieurs critères qui vont embarquer cette dimension-là. Dans le chapitre 1, tout d'abord, alors le chapitre 1 qui est traditionnellement celui du patient, voilà, c'est le point de vue du patient. Dans ce chapitre 1, nous avons 7 critères, dont un critère qui est impératif. On l'a vu tout à l'heure. C'est que le patient est informé d'abord sur les représentants des usagers ou associations de bénévoles qui peuvent l'accompagner pour son retour à domicile. On voit quand même que sur ce premier critère, malgré tous les efforts qui sont faits par tous les établissements de santé globalement, par bon nombre d'entre eux en tout cas,
L'information sur les représentants des usagers ou les associations de bénévoles est souvent faite. Alors, elle est souvent portée à travers le livret d'accueil, à travers un affichage, à travers de beaucoup de choses. Il y a parfois des représentants d'usagers, notamment dans les structures d'achat, dans certaines structures d'HAD, qui appellent directement les patients quand ils rentrent dans le dispositif. Et pourtant, lorsqu'on va interroger les patients un petit peu à distance et quand on leur demande s'ils connaissent les représentants des usagers, ils ne les connaissent pas toujours. Donc ça veut dire que peut-être sur cet aspect-là, il y aura des choses à faire évoluer et puis on en reparlera. Mais en tout cas, le patient est invité à exprimer sa satisfaction et à faire part de son expérience. On a vu tout à l'heure que c'était un sujet sur lequel on avait des efforts à réaliser et il y avait encore un long travail à mener pour que l'ensemble des établissements et des équipes s'emparent ce sujet. Concernant cette thématique, on voit bien que l'idée, là aussi, c'est que les patients puissent participer le plus possible à ISATIS et que là, elle est en hausse. Il faut encore promouvoir un petit peu la démarche pour que les questionnaires, les retours que la Haute Autorité de Santé fait auprès des établissements puissent être effectivement mobilisés. Mais on s'attend à ce que ce soit l'ensemble des équipes qui puissent effectivement se saisir de ces retours d'expérience. Et puis, dans un aspect aussi dynamique, on souhaite que les patients partenaires et les associations soient mobilisés dans un véritable partenariat autour des parcours. C'est un enjeu qui semble majeur, effectivement, pour permettre une véritable co-construction des parcours qui soient les plus pertinents possibles pour permettre effectivement la bonne mise en œuvre. Donc, vous voyez les critères qui sont associés. Dans le rôle des représentants des usagers, maintenant dans le 6e cycle de certification, sur l'implication des patients et leurs représentants dans la vie d'établissement, Jean-Pierre Richard a évoqué le rôle des représentants des usagers. C'est la diapo qui suit. C'est très important que les RU soient associés lorsqu'ils sont en place dans les établissements de santé. On attend effectivement qu'ils puissent être mobilisés, que leur avis puisse être pris en compte sur un certain nombre de projets, notamment tout ce qui concerne les projets d'amélioration des locaux, de l'accessibilité, etc. Et les résultats doivent être présentés aux représentants des usagers, notamment dans le cadre de la CDU, qui a un rôle majeur à jouer. Voilà, donc comme Jean-Pierre a beaucoup parlé de cette thématique-là et de la place des RU, donc on peut s'arrêter là, mais voilà, je voulais vous présenter cette démarche autour de la place des représentants, de la place des usagers, pardon, dans le dispositif de certification, et notamment avec une meilleure prise en compte de l'expérience patient à l'avenir pour les visites qui arrivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Et je passe la parole à Isabelle d'Orléans du service de certification qui va nous présenter un document majeur de l'implication des patients dans la certification, qui est donc la fiche pédagogique évaluation de l'engagement patient et usager à l'occasion de la certification. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Donc, afin de vous présenter cette fiche, donc tous nos attendus en lien avec le référentiel de certification sont présentés dans une série de documents que nous appelons des fiches pédagogiques. Nous avons créé lors du 5e cycle et depuis le mois de janvier, nous avons créé de nouvelles fiches ou actualisé celles qui étaient déjà mises en ligne. Donc, pour le sujet de l'engagement des patients et des usagers, nous avons donc mis à jour la fiche antérieure à l'aide d'un groupe de travail qui a fait participer des représentants des usagers en établissement, un expert visiteur qui nous a apporté sa vue, lui, d'évaluateur, un membre de la commission de certification en la personne de Jean-Pierre, des membres du service de l'engagement des usagers et de la nouvelle commission sur la participation des personnes. Et bien sûr, des membres du service de certification. Donc, la fiche pédagogique, elle va être un vrai support pour vous pour comprendre les attendus en matière d'engagement des patients et des usagers. Donc, une fiche pédagogique, elle est à peu près toujours
constituée de la même manière. Vous pouvez y retrouver des définitions. Vous avez un rappel des principaux critères en lien avec le sujet de la fiche, un renvoi potentiel au tableau des indicateurs qui est géré par la Haute Autorité de Santé. Le cœur de la fiche, c'est la présentation des points clés qui sont évalués par les experts visiteurs. Et à la fin, vous avez, et là, c'est un intérêt supplémentaire pour vous, une liste de questions qui est proposée, qui n'est non seulement pas exhaustive, mais qui essaie quand même de couvrir l'intégralité des sujets posés par les experts visiteurs. Et avec une partition, vous avez les questions qui sont posées à la gouvernance, qui sont posées aux professionnels des cours des visites de terrain, aux patients eux-mêmes et bien sûr aux représentants des usagers. Donc ça vous permettra de voir un petit peu, lorsque vous aurez cette rencontre en tant que représentant des usagers avec les experts visiteurs, quel type de questions peuvent vous être posées. À la fin, nous avons un rappel des principaux textes références qui nous permettent d'avoir constitué la fiche, soit des textes établis par la Haute Autorité de Santé, soit des textes réglementaires ou par d'autres agences. Notamment, on a un document qui a été établi par France Asso Santé. Alors, la fiche, en matière de points clés, elle présente 5 catégories de points clés. Le premier sur l'engagement des usagers à titre individuel, donc la participation du patient à sa propre prise en charge, avec toute une série d'items qui sont là pointés sous vos yeux. Nous avons une partie sur l'engagement collectif. Donc là, on va retrouver tout ce qui concerne la participation des représentants des usagers à la vie de l'établissement. Mais on va aussi pouvoir retrouver tout ce qui est association des patients partenaires et des associations de patients qui peuvent aider, dans certains cas, les patients à mieux vivre leur maladie et leur parcours de soins. On a une partie qui est consacrée à l'engagement des aidants, puisque dans nombre de prises en charge, les aidants ont leur place et c'est important qu'ils puissent être associés aux différentes prises en charge. Nous avons 2 autres parties. Phase suivante, merci. Eh bien, concernant la mobilisation de l'expertise des patients, alors c'est vrai que c'est un sujet qui est plutôt quelque chose que nous souhaitons développer, puisqu'on fait appel notamment à ce qu'on appelle les PROMS. Mais néanmoins, il est important de rechercher ce qui est le plus intéressant en la matière. Et enfin, la dernière partie sur l'évaluation et surtout l'exploitation des résultats. On vous l'a présenté, nous avons un critère désormais impératif sur l'analyse des résultats de satisfaction et d'expérience. C'est comment l'établissement s'assure qu'il a un taux de retour de questionnaire suffisant lorsqu'il est soumis à ISATIS ou pas d'ailleurs, comment il s'organise collectivement pour que ces résultats puissent être étudiés avec les professionnels de terrain, mais aussi les usagers. Et là, vous avez toute votre place sur l'analyse de ces résultats pour pouvoir faire des actions d'amélioration qui doivent être suivies, bien sûr, dans leur mise en œuvre. Donc, suivant, vous retrouvez cette fiche sur la page qui s'appelle s'engager, une nouvelle page sur le 6e cycle, s'approprier le 6e cycle sur le site internet de la Haute Autorité de Santé, dans lequel vous trouverez par ailleurs un certain nombre de documents, notamment le référentiel de certification, qui dans ses premières pages va vous permettre aussi de vous prendre quelques informations sur ce qu'est la certification. J'ai eu une question dans le chat qui demandait des documents sur le sujet. En lisant les premières pages, vous aurez les informations requises. Bien sûr, vous avez toutes les fiches critères avec tous les éléments d'évaluation qui sont contenus. Et vous avez à côté de ces documents d'autres supports qui peuvent être très intéressants à connaître, notamment tout ce qui est affiche sur les objectifs qui peuvent être affichés par les établissements, sur les affiches sur le niveau de décision. Il est d'ailleurs demandé maintenant à ce que les établissements affichent les résultats de le fameux macaron colorisé selon le niveau à l'entrée de l'établissement ou sur leur site internet. On va aussi retrouver dans tous les documents qui sont mis à votre disposition un document spécifique pour expliquer la certification aux patients, puisque dans la méthode suivante, la méthode du patient traceur, il y a une interview du patient sur sa propre prise en charge et son ressenti en la matière. Donc,
il est proposé aux établissements d'utiliser ce document information du patient pour que les patients qui peuvent être interrogés par les experts visiteurs sachent un petit peu quel type de questions on peut leur reposer. Vous pourrez aussi également retrouver des documents sur la méthode du patient traceur, qui est vraiment la méthode qui associe au plus près de sa prise en charge un patient, puisqu'on l'interroge sur son propre cas, en lien bien sûr avec son ressenti et comment il prend en charge avec l'équipe qui le prend en charge, et bien en fait sa propre santé. C'est dans cette interview qu'on retrouve ces éléments. Vous trouverez également sur le site internet tout un tas de supports, notamment sur chaque critère impératif. Nous avons constitué une affiche avec des slogans clés pour attirer l'attention, et nous avons un livret avec des scénettes sur la gestion de chacun des critères impératifs pour voir comment les équipes ressentent en fait le fait d'avoir une problématique à régler et l'importance de pouvoir traiter les potentiels dysfonctionnements sur ces sujets traités dans les critères impératifs. Enfin, vous trouverez bien sur le site internet, notamment via la page Caliscope, les résultats de certification, puisque c'est une obligation réglementaire que nous avons d'afficher grand public l'ensemble des niveaux de certification pour tous les établissements qui ont une certification, voire une non-certification, quel que soit leur niveau, avec donc des affiches qui peuvent être utilisées après par l'établissement pour informer le grand public de leur propre niveau de décision. Et enfin, vous pouvez retrouver sur le site internet de la Haute Autorité le nouveau guide sur l'expérience patient et les savoirs expérientiels qui vous apportera un certain nombre d'informations et notamment qui a pour objectif de clarifier un certain nombre de notions, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de mettre le bon sens derrière les mots que chacun puisse utiliser. Ce document permet justement de clarifier tous ces termes qui peuvent être utilisés et qui donc va faciliter la discussion que vous pourrez avoir en tant que représentant d'usagers avec les experts visiteurs. Voilà. Et au final, en fonction des sujets pour lesquels l'établissement peut vous solliciter, vous pourrez retrouver l'ensemble des fiches pédagogiques sur la fameuse page internet S'approprier le 6e cycle, dans une partie qui s'appelle Pour vous accompagner, où régulièrement nous mettons à jour des fiches pédagogiques selon les thèmes qui sont donc traités dans le référentiel de certification. Et j'en ai fini, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Patrick pour cette présentation du 6e cycle et des outils d'accompagnement des usagers. Merci infiniment pour avoir tenu le chrono. Les éléments sont à votre disposition. Nous entrons maintenant, et je le dis et autant de fois qu'il sera nécessaire, toutes les ressources du webinaire seront accessibles en ligne. Vous pourrez les consulter et les télécharger. Le temps maintenant nous offre la place pour ce qui nous paraît le plus important, c'est passer les phases d'information, c'est l'échange avec vous. Et donc, nous allons répondre aux questions que vous posez. Nous allons commencer par des questions que nous avons reçues en amont de cet événement, puisque dans l'invitation que vous avez reçue, il y avait un questionnaire qui permettait de poser des questions. La première, je viens d'y répondre, y aura-t-il un replay? Oui, il y aura un replay et toutes les ressources sont accessibles. La deuxième était déjà une question plus technique, c'était la suivante. La suivante, c'était donc les médiateurs médicaux et non médicaux sont-ils conviés à ce webinaire? Et là, la réponse, j'oriente cette question technique vers Patrick Méchamp. C'est la composition finalement de la CDU qui est questionnée, parce que les médiateurs en fait participent à la commission des usagers en tant que médiateurs désignés par l'établissement. Donc pour les médecins, pour les médicaux, désignés par la communauté médicale d'établissement. Et pour
l'autre médiateur, qui peut être un paramédical ou un autre professionnel travaillant dans l'établissement, désigné par le directeur. Donc, il y a bien évidemment, toutes ces personnes sont bien évidemment conviées et peuvent participer à la rencontre avec la CDU. Mais ceci étant, dans la manière dont on a envisagé le référentiel de certification, on parle bien, nous, de rencontres avec les représentants des usagers. Et donc, les médiateurs ne sont pas des représentants des usagers, même s'ils représentent tout le monde dans l'hôpital, mais c'est d'abord l'orientation vers les représentants des usagers désignés par les associations agréées et désignés par les agences régionales de santé sur leurs propositions. Merci Patrick. Je passe à la question suivante que nous avons reçue. Est-ce que les experts doivent être en contact avec les RU s'il y en a dans les établissements où il y a la certification? Donc la question un peu classique du lien entre les représentants des usagers et les experts visiteurs en amont, pendant et éventuellement après la visite. Alors, nous rencontrons les représentants des usagers pendant la visite, mais on ne les rencontre pas en amont et on ne les rencontre pas après. Le temps de la visite, c'est un temps qui, d'ailleurs, c'est pareil pour tous les autres acteurs en fait, du système de santé. On va les rencontrer pendant la visite de certification. Donc, je rappelle, hein, la certification est réalisée par des pairs professionnels. Ce ne sont pas des pairs représentants des usagers. On n'a pas de représentants des usagers experts visiteurs, donc ça peut-être c'est répondre à quelques questions dans le chat. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des pairs qui sont recrutés par la Haute Autorité de Santé, qui sont formés, enfin, etc., et qui sont évalués, régulièrement évalués. Leur parcours est régulièrement évalué. Et les experts visiteurs donc, sont missionnés pour aller sur une visite dans le cadre de la déclaration aussi publique d'intérêt, c'est-à-dire il y a un cadre déontologique qui est porté à la mission d'expert visiteur. Et donc on y est très attentif effectivement pour que la visite de certification soit un gage de stricte neutralité et un regard porté sur la mise en œuvre par l'établissement de santé des attendus du référentiel de certification, donc sans atteinte à la déontologie. Voilà, donc Peut-être en il y a pas complément, de... je serais intéressé, Patrick, d'avoir en retour le point de vue de Jean-Pierre Richard sur exactement Oui. la même question, c'est-à-dire est-ce que la place des RU est pleine et pleinement acquise? En fait, le témoignage sur le 5e cycle laissait entendre que c'était pas vrai partout, et peut-être qu'il y a là quelque chose à faire au niveau du 6e cycle. Oui, alors que je précise, lorsque je parle d'éviction, parce que le terme n'est pas trop fort, il a été dans la bouche d'un de nos collègues représentants usagers, il s'agissait du fait d'une gouvernance d'établissement et non pas d'une fait de la Haute Autorité de Santé qui suit strictement une procédure et dans laquelle effectivement s'intègre un entretien dédié aux représentants des usagers. Par ailleurs, au-delà de ce temps dédié, les représentants usagers peuvent tout à fait, au cours je dirais, des bilans de fin de matinée ou de bilans de fin de visite, et non pas lors de la restitution finale, ils peuvent toujours effectivement faire valoir un point de vue et poser des questions. J'ai même vu des experts visiteurs accepter des entretiens particuliers avec des représentants usagers parce que ces derniers souhaitaient apporter un complément d'information ou une précision qu'il n'avait pas pu apporter lors de l'entretien avec l'expert visiteur. Donc à l'observation, les experts visiteurs sont extrêmement ouverts, mais c'est dans le cadre quand même d'une procédure particulière. Et comme l'a dit Patrick, c'est au décours de la visite, ça n'est ni avant ni après la visite, bien entendu. Merci Jean-Pierre. Je passe à une question différente, un peu atypique. L'activité libérale à l'hôpital public est-elle considérée dans la certification? Comment les représentants des usagers en commission d'activité libérale, la CAL, sont-ils consultés? Peut-être Patrick Méchin ou Véronique Anatole.
Enfin, je sais pas alors, je peux peut-être commencer. L'activité libérale à l'hôpital, comme l'activité libérale au sens large, en fait. On ne va pas regarder l'activité libérale en tant que telle. C'est d'ailleurs, dans le 6e cycle de certification, vous savez, on a un critère qui va porter sur la consultation. Mais la consultation, à partir du moment où c'est une consultation intégrée à l'activité d'un établissement de santé. Si c'est une activité de consultation qui est portée par des libéraux au sens large, elle ne sera pas prise en compte. On va juste regarder le document d'interface, c'est-à-dire la manière dont le libéral, le professionnel de santé libéral, communique avec l'établissement de santé dans le cadre d'un parcours de santé organisé pour le patient. Mais sinon, on ne regarde pas effectivement l'activité libérale qui regarde l'établissement de santé dans une organisation, on va dire, générale, mais qui ne regarde pas la certification en tant que telle. Oui, je peux peut-être compléter, merci Patrick, sur l'activité libérale. Hein. Il faut savoir qu'on a nous avons des obligations dans les établissements de faire un rapport annuel sur l'activité libérale dans les établissements et bien de s'assurer évidemment que les règles d'équité de traitement et la réglementation concernant l'activité libérale, notamment en termes d'équilibre entre l'activité publique et l'activité libérale des praticiens hospitaliers, puisque j'imagine que c'est le sens de votre question, savoir pour les praticiens hospitaliers temps plein ou temps partiel, alors qu'ils peuvent avoir une activité libérale, ce qui est un peu différent des praticiens libéraux qui interviennent aussi parfois dans les établissements hospitaliers, même s'ils ont un cabinet par ailleurs. Donc, ces règles, normalement, doivent être respectées par les établissements, mais je comprends que ça puisse interpeller les usagers. Et les représentants des usagers sont d'ailleurs membres de la commission de l'activité libérale. Enfin, il y a un représentant des usagers. Et d'ailleurs, souvent, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait dans les établissements que j'ai dirigés, j'ai même demandé à un représentant des usagers de présider la commission d'activité libérale. Donc, ils sont membres de cette commission et donc il y a des aspects réglementaires pour bien s'assurer que les usagers sont bien partie prenante au contrôle des règles concernant l'activité libérale des praticiens. Effectivement, le manuel de certification, comme le disait Patrick, ne vise pas particulièrement ces éléments-là comme l'ensemble des autres éléments réglementaires, bien évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'il faut effectivement associer les usagers à l'analyse de l'activité libérale et au respect de la réglementation et aux éventuelles questions qui peuvent se poser. Merci beaucoup pour cette réponse progressiste. Question suivante, des patients. Alors, c'est une question qui revient assez régulièrement et qui est posée à l'occasion de ce webinaire. Des patients ou leurs familles renoncent à faire part de leur ressenti de peur de représailles par les personnels soignants. Comment, en tant que RU, porter leurs paroles sans les nommer et risquer de leur nuire, et ce, de façon à améliorer les conditions de vie au sein de l'hôpital? Qui se sent peut-être Jean-Pierre sur cette question-là? Oui, alors, c'est vrai que certains patients hésitent à exprimer des griefs, voire porter plainte contre un établissement de peur effectivement de représailles s'ils devaient de nouveau fréquenter l'établissement. Cela est une réalité. Cela est une réalité. Néanmoins, je pense que précisément, s'il s'adresse aux représentants des usagers, il est tout à fait possible à ces 10 représentants de porter le grief devant la commission des usagers et par-delà la commission devant la direction de manière anonymisée et de manière à essayer de connaître le problème, voire d'étendre le problème à d'autres personnes du service qui pourraient être éventuellement concernées. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourrait effectivement préserver l'anonymat de la personne qui ne souhaiterait pas être connue, mais qui souhaiterait néanmoins, effectivement, faire connaître le grief qu'elle a vécu. Voilà, c'est la seule réponse que je peux apporter. C'est vrai que certaines d'ailleurs directions d'établissement hésitent à transmettre des plaintes et réclamations non anonymisées à la commission des usagers pour justement préserver, je dirais, la confidentialité de la présence et de l'auteur de la plainte. Merci Jean-Pierre. Oui, alors peut-être en complément, si je peux me permettre, enfin, c'est Bien très sûr. important ce point parce qu'effectivement, il faut que la parole des usagers puisse être écoutée, entendue et que les usagers, lorsqu'ils ont des insatisfactions ou des plaintes, puissent les exprimer et ne pas avoir peur effectivement de représailles de l'équipe. Je rappelle que nous avons une obligation là aussi légale, hein,
de traiter toutes les plaintes et réclamations, en lien d'ailleurs avec la commission des usagers. Et effectivement, ce qu'évoque Jean-Pierre est une solution, mais je rappelle que écrire à l'équipe ou écrire à la direction n'est pas interdit, même de manière non anonymisée, au contraire, si vraiment il y a des points d'insatisfaction. Et le fait justement de s'engager dans une politique d'amélioration continue de la sécurité des soins est essentiel pour l'établissement, et ça doit être un levier. Et il est totalement anormal, et ça doit d'ailleurs être dénoncé, qu'il y ait une forme de représailles. D'ailleurs, dans les établissements qui ont mené des vraies politiques d'amélioration de la qualité de la sécurité des soins, au contraire, la gestion des plaintes, des réclamations, et dans les équipes également, doivent faire l'objet de plans d'action, de plans d'amélioration, à la fois par les équipes et par l'établissement dans son fonctionnement global. Donc vraiment, le message, c'est n'hésitez pas à faire part de vos attentes pour les usagers via les représentants des usagers, directement à l'équipe, directement à la direction. Et je pense que là, on est vraiment sur des aspects d'éthique et de déontologie. Enfin, les équipes, globalement, enfin, n'ont pas à sanctionner, entre guillemets, le patient du fait qu'il y ait une réclamation ou une plainte. Bien au contraire, ça doit les conduire à interroger leurs pratiques, au contraire, et à les améliorer pour mieux répondre à l'attente des patients. Donc, je pense que même non anonymisé, Jean-Pierre, je comprends ta remarque, et c'est vrai qu'au niveau des commissions des usagers, il ne faut pas que les documents soient effectivement dans le respect du secret médical, il faut qu'ils soient anonymisés, mais en revanche, il peut y avoir des plaintes individuelles non anonymisées aux équipes, aux médecins en charge du patient, à l'équipe soignante ou à la direction, si besoin, qui ne sont pas anonymisées de manière à ce que le patient puisse avoir une réponse. C'est un droit qu'il a d'avoir une réponse, et c'est une obligation pour l'établissement, que ce soit au niveau de l'équipe ou de l'établissement, d'y répondre. Merci. Avant de poser la question suivante, je vais faire une petite annonce. Vous allez recevoir dans le question-réponse un lien vers un questionnaire d'évaluation de votre satisfaction. Vous voyez, comme dans la certification, un questionnaire d'évaluation de votre satisfaction à l'égard de ce webinaire. Merci d'y répondre. Plus nous aurons de réponses, plus nous aurons vos retours et plus ça nous permettra d'améliorer ce type d'initiative. Je reviens à la question suivante qui porte sur l'analyse des événements indésirables graves. Je cite la question. Il nous a été demandé lors de la dernière visite d'intégrer les RU au comité de retour d'expérience et le RMM dans le cadre des analyses des événements indésirables graves. Or, les professionnels de santé n'y sont pas favorables car bien souvent cela concerne des problématiques purement médicales. Quelle est la règle? Quel est le point de vue de la certification sur cette participation des RU à la gestion a posteriori des événements indésirables graves? Je ne sais pas qui est intéressé, Oui, Patrick? Oui, je vais peut-être répondre. L'attendu, c'est d'abord lorsqu'il y a un événement indésirable grave, le point de vue du patient, enfin l'écoute du patient, qu'on aille rencontrer le patient pour qu'il donne sa version des faits. Ça, c'est très important. Donc, en amont de la démarche d'analyse, donc parmi le recueil de données, en amont d'une démarche d'analyse, d'une RMM, il doit y avoir effectivement le recueil du point de vue du patient. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il y a l'analyse qui se fait, et qui se fait en équipe. Là, le patient n'y participe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être amené à échanger. C'est assez technique, c'est assez médical, et on rentre dans le cadre du secret médical. Et dans la troisième partie, c'est la définition du plan d'action. La définition de ce plan d'action va être conduite par l'équipe qui a conduit la RMM, et ce plan d'action va être présenté, effectivement, va pouvoir être présenté à la commission des usagers dans un cadre, effectivement, qui est classique d'une CDU, puisque vous savez que dans les CDU, on doit présenter les événements indésirables graves qui se sont passés dans l'établissement, et puis ce qu'on peut en tirer comme enseignement à l'issue des démarches d'analyse. Et donc, pour améliorer, effectivement, pour éviter que les choses se reproduisent, eh bien, on va être amené, effectivement, à expliquer les actions correctives qui ont pu être proposées. C'est
c'est ce qu'on nous demande au niveau de la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la gestion des EIG et qui est précisé dans le référentiel de certification. Et d'ailleurs, je pense, dans la fiche pédagogique qui a été présentée. Donc, vous trouverez sur le site de la Haute Autorité de Santé, il y a une fiche pédagogique qui porte justement sur la gestion des événements indésirables graves. Merci Patrick. J'ai 3 questions qui appelleraient une réponse conjointe, mais je vais me tourner en priorité vers Jean-Pierre. Quel rôle exact pour un RU lors de la visite de certification de l'établissement qu'il représente? Comment les RU doivent-ils se positionner vis-à-vis des experts visiteurs? Et étant RU nouvellement nommé, comment pourrais-je être associé ou suivre une certification? Je pense que là, c'est un accompagnement. C'est du côté de l'accompagnement par les pairs que la réponse est probablement la plus pertinente. Oui, alors, comment se positionner en tant que représentant des usagers, bien entendu. Je pense que les RU ne peut pas avoir une autre posture que celle pour laquelle il a été mandaté. Pour les RU entrants, je comprends la difficulté, effectivement, de devoir tenir un discours pertinent alors qu'on n'a encore aucune connaissance précise de l'établissement et de sa démarche qualité. Alors, pour ce faire, néanmoins, il faut quand même participer à l'entretien, s'appuyer sur les collègues RU qui sont déjà présents dans l'établissement, s'il y en a. Et puis, il faut, j'insiste pour cela, se former, effectivement. On se prépare à l'entretien avec les experts visiteurs. Il y a, dans la fiche pédagogique qu'a explicité Isabelle tout à l'heure, il y a effectivement une sorte de guide d'entretien qui permet de voir quelles sont les questions qui peuvent être y posées. Eh bien, on les lit, on s'y prépare, on en discute ensemble et on adapte une posture commune devant l'expert visiteur. Je ne vois pas d'autres réponses. C'est vrai que pour les nouveaux entrants, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, ils seront d'autant plus performants lors de la suivante. Merci. Peut-être une question là encore conjointe. J'ai 2 questions, l'une sur la création d'une maison des usagers, l'autre sur un espace des usagers au sein d'un établissement. Est-ce que c'est un point d'amélioration d'une certification? Est-ce que ça ne rentre pas dans le périmètre d'une certification? Est-ce que c'est un plus? Et quelle expérience avez-vous de ce point de vue-là, aussi bien Patrick que Jean-Pierre? Tu peux commencer, Jean-Pierre Non, je te laisse, Patrick, volontiers. Allez, alors, une chose est indiscutable, c'est que plus il y a des points d'entrée pour informer les patients sur leurs droits, sur il y a le besoin d'information, etc., mieux c'est. C'est-à-dire qu'une maison des usagers ou un point de rencontre usager est probablement une bonne chose parce que ça permet effectivement de donner les communications, les informations utiles. Et puis peut-être aussi, lorsqu'on hésite, lorsqu'on ne sait pas trop comment faire pour porter, comme c'était évoqué tout à l'heure, une réclamation, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'on a peur, enfin qu'on appréhende, eh bien, ça peut être un point d'entrée facilitant pour les usagers. Et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que plus l'établissement est engagé à promouvoir la place des usagers, à prendre en compte la parole des usagers, on a quand même noté une meilleure maturité des établissements de santé dans la gestion des plaintes et des réclamations, etc. Donc on voit l'intérêt à agir pour effectivement faire en sorte que ces points d'entrée-là existent. Ils peuvent prendre des formes assez différentes, effectivement, mais ils ont une utilité majeure. Après, ça se fait avec les représentants des usagers qui sont là ou avec les associations partenaires qui peuvent être effectivement aussi associées. Donc c'est une démarche qui est à co-construire effectivement par l'ensemble des partenaires associatifs, les représentants des usagers et les partenaires associatifs. Jean-Pierre, souhaitez-vous compléter? Oui, la grande difficulté du représentant des usagers, c'est de se faire connaître et ensuite de se faire reconnaître. Déjà, se faire connaître, c'est effectivement quelque chose de compliqué. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi beaucoup d'action en direction notamment des usagers. Alors, Patrick vient de citer la maison du usager, mais elle n'existe pas partout dans tous les établissements, bien entendu. Ça suppose effectivement que là où il n'y a pas de ce type d'espace d'accueil et d'échange, il faut absolument prévoir un mode de communication adapté et aller vers
aller vers le grand public. Ça peut être par des flyers, ça peut être par des silhouettes de représentants usagers tels que proposés par France Assos Santé. Et ça peut être par des flyers remis au bureau des soins externes, au bureau des admissions, dans les salles d'attente, bref, tout moyen qui permettra de contacter au plus près les patients pour les informer de la présence des usagers et de leur disponibilité en n'oubliant pas de donner son nom et ses coordonnées, ce qui est parfois oublié et ce qui rend difficile effectivement tout contact. Donc là, il y a un gros travail effectivement d'information, de communication à faire par les représentants usagers pour se faire connaître et pour développer l'information et la communication. Merci Jean-Pierre. Le temps vole, comme disent nos voisins britanniques. Je vais prendre deux dernières questions et je vais vous demander d'avoir des propos un peu synthétiques. Une qui me paraît tout à fait aiguë, 6e cycle et transition écologique. Spontanément, je poserai volontiers cette question à Véronique Anatole. Tout à fait. Comme vous l'avez vu, il y a des critères évidemment sur la transition écologique et sur les soins éco-responsables qui sont inclus dans ce 6e cycle. Je pense que c'est très important que les établissements se saisissent de ces sujets. Alors, ça va de questions très diverses qui vont de la gestion des déchets à l'optimisation de la gestion de l'eau, de l'énergie, jusqu'aux soins éco-responsables. Et donc, ça peut aller jusqu'à des démarches de ce que les Européens du Nord appellent les green blocks, les blocs opératoires verts, où on essaye de rationaliser aussi l'utilisation des dispositifs médicaux. Bref, donc nous ne sommes pas encore allés rentrer dans tous ces détails dans le manuel lui-même, parce que nous estimons que c'est une politique des établissements qui doit être sur tous ces champs, mais le fait que le manuel ait inclus ces enjeux-là, ça me paraît très, très important. Et je pense que c'est aussi un enjeu de qualité, pas seulement un enjeu de lutte contre les enjeux, les impacts du réchauffement climatique ou les problématiques de transition écologique, mais aussi c'est un enjeu de pertinence aussi dans les soins. Donc, je pense que c'est très important que le manuel ait inclus un certain nombre de critères sur ce volet. Merci bien. Ultime question. Je suis désolé de ne pas pouvoir toutes les prendre, mais le fait que vous en posiez tant, c'est quand même rassurant. La place des cultes dans les établissements est-elle évaluée à l'occasion de la certification? Peut-être une réponse très courte d'un côté, éventuellement, soit de Véronique Anatole, soit de Patrick Méchard, et très courte également de Jean-Pierre Richard. Alors, juste par rapport à ce sujet-là, bien évidemment, la question des cultes est une question qui doit nous préoccuper. Elle est présente parce qu'en fait, on a introduit un critère sur les décès. Vous savez, le décès à l'hôpital. Et donc, du coup, l'ensemble des convictions doit être pris en compte par les professionnels de santé. Et donc, il y a toute une démarche qui doit être mise en œuvre pour lorsque, effectivement, on accompagne une personne décédée et son entourage. Donc, c'est un élément de réponse. C'est l'élément de réponse concernant l'assertif, en tout cas. Bien sûr. Jean-Pierre, est-ce que vous voulez compléter? Non, pas sur ce qui est de l'aspect assertif. J'insisterai simplement pour rappeler que l'aumônier, en tous les cas dans les établissements publics de santé, est un partenaire assez naturel des représentants des usagers et des associations de bénévoles. À tel point d'ailleurs que dans le cadre des activités de formation que j'ai à France Assos Santé, moi j'incite toujours, lorsque les représentants usagers souhaitent élaborer un projet des usagers, de se concerter non seulement avec les bénévoles associatifs, les représentants du corps médical et soignant, mais aussi de l'aumônier, bien sûr, lorsqu'il existe dans l'établissement. Je pense que c'est un partenaire très naturel qui connaît intimement les services et les personnels de l'établissement. Merci. Tout à fait, oui. Peut-être si je peux juste compléter très très vite. Bien sûr. Rappeler qu'il y a un principe de liberté des cultes, donc c'est un principe d'égalité d'ailleurs de traitement des différents cultes. C'est aussi très important en fonction de la sociologie aussi des territoires et des populations dans les établissements, mais qu'il y a aussi un principe de neutralité du service public. Donc je rejoins totalement ce que disait Jean-Pierre sur le fait que les représentants des cultes sont des partenaires, mais ils doivent le faire aussi dans le respect du règlement intérieur de l'établissement et des questions de neutralité du service public et dans l'accompagnement des patients, puisque bon, ça peut arriver aussi, il
liberté des cultes doit être compatible avec absence de prosélytisme aussi. Donc voilà, c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver pour les équipes et les représentants des cultes. Il faut respecter la demande du patient dans ce domaine, mais il faut aussi que les représentants des cultes aussi respectent les règles concernant le service public. Et on a eu quelques exemples dans les établissements voilà, un peu contraires à cette conciliation nécessaire de ces deux enjeux majeurs. Merci de ces rappels importants qui guident l'ensemble de la vie des établissements et plus généralement les principes de notre République. Je vais passer la parole à Claude Rambaud, vice-présidente de France Asso Santé, pour une conclusion sur ce webinaire. Et je me permets de vous rappeler encore une fois le questionnaire de satisfaction. Merci de le remplir. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, parce que je suis aussi représentant des usagers, bonjour et merci de m'accueillir sur cette plateforme. La question qui m'est posée, c'est quelles attentes sont celles des patients et usagers de la santé de ce nouveau cycle de certification? Bien entendu, distinguons les attentes du public, des patients eux-mêmes, de celles des représentants des usagers. Pour les usagers de la santé, pour les personnes malades, les attentes sont naturellement de les aider à faire les bons choix d'un établissement de santé. Encore faut-il qu'ils connaissent effectivement cette procédure. Ils accèdent aux résultats de la certification. Cela a été rappelé tout à l'heure, bien sûr, Caliscope qui rend public les résultats. Nous avons aussi ces mêmes résultats, parfois affichés, on le voit, dans le hall d'accueil d'établissements de santé ou sur leur site, bien entendu, surtout lorsque le macaron est dans le verre. Cependant, des études montrent que les usagers choisissent en général leur établissement, non pas par rapport à ces évaluations, qui pourtant sont intéressantes, mais parce que c'est un établissement de proximité ou bien parce que leur médecin les adresse à un praticien spécialisé vers un établissement. En revanche, pour les représentants des usagers que nous sommes ici, ce 6e cycle et son référentiel que l'on vient de vous présenter, tourné de plus en plus vers le résultat, représente pour nous déjà une avancée majeure sur des points clés. Et l'on peut dire, je pense, oui, il devrait répondre à nos attentes et à celles de notre réseau d'associations et en même temps, bien entendu, à celles du public quant à l'évaluation de la qualité de la prise en charge et l'incitation à améliorer cette qualité. Je ne prendrai pas les points essentiels, mais j'en citerai quand même 3 points clés qui pour nous touchent beaucoup dans ce référentiel présenté. L'élévation au niveau impératif de plusieurs critères cliniques qui sont liés à un risque vital, c'est essentiel, ou bien lié à des priorités de santé publique. Ce qui a été beaucoup rappelé ici, le renforcement des exigences des référentiels, du référentiel relative aux patients coacteurs de la qualité des soins, partenaire de sa sécurité pour lui-même, mais aussi pour les autres, et la place des représentants des usagers, bien entendu, que vous avez rappelé, et à la réponse que Jean-Pierre vous a faite tout à l'heure, dans le Aller Vers, je dirais que, et j'en ai l'expérience en tant que RU en région, la PQR nous donne un sérieux coup de main là-dessus, par exemple, lorsqu'on publie les dates de nos permanences, puisque la maison des usagers souvent est réduite à des moments de permanence, eh bien, utilisez votre presse quotidienne régionale chaque fois que vous le pouvez, qu'il y a un événement, quoi que ce soit, parce que ça, tout le monde la lit dans sa région ou dans son village, bien sûr. Utilisez aussi les panneaux d'affichage dans l'accueil des établissements de santé. Je donnerai un 3e point clé, c'est le renforcement de l'accompagnement des établissements dont les résultats sont trop éloignés du niveau de qualité attendu, voire qui ne sont pas certifiés et qui bénéficient désormais. Il y avait déjà des actions, hein, mais là, on voit bien qu'il y a un renforcement d'un plan d'action qui va être concerté, gradué, établi avec l'ARS. Et là, nous, les représentants des usagers, bien entendu, nous ne serions restés indifférents à ces plans d'action, qu'ils soient internes, vous en avez dit un mot, ou qu'ils soient effectivement établis avec l'ARS. Alors, partout où nous exerçons nos mandats, aujourd'hui, nous exerçons des mandats, il y a des présents, des représentants en CDU, mais aussi en conseil de surveillance ou conseil d'administration pour les établissements privés à but non lucratif, ou dans toute commission liée à la prévention des risques, que ce soit à travers une réclamation, un constat, un récit, un témoignage,
une enquête interne, voire un audit interne. Parfois, on nous sollicite pour y participer, ou bien, vous en avez parlé, de ces analyses des événements indésirables ou en retour d'expérience. Tant dans son contenu que dans sa forme très lisible, ce référentiel du troisième cycle, c'est vraiment un outil qui va nous aider à mieux repérer les risques pour mieux remplir nos missions, partager nos constats et construire et argumenter des propositions. Souvent, nous sommes à court pour argumenter une proposition. Ce référentiel va nous nourrir de plusieurs façons. D'abord, on continue tout au long de notre mandat. N'attendons pas la visite pour commencer à se l'approprier. Par exemple, explorer la bonne application de la checklist au bloc opératoire. Vous savez que c'est un thème d'actualité en ce moment. Ou bien, en amont de la visite, bien sûr, lorsque la visite est annoncée, on sait qu'il y a branle-bas de combat dans nos établissements. Au moment de la préparation, c'est un moment évidemment très mobilisateur auquel nous devons participer. Lors de la visite, cela est évoqué, notamment à l'occasion des échanges avec les experts visiteurs, pas seulement lors de l'entretien, il y a aussi les moments de bilan. Et puis, enfin, en aval de la visite, pour faire un point interne sur les résultats, les actions correctives possibles, soit dans un suivi interne, soit à travers le plan d'action concerté avec les ARS. Alors, dès demain, ou dans quelques jours, dans quelques semaines, sans attendre la programmation de la visite, lisons ce référentiel. Il est facile, comme le dit l'HAS, facile à lire et à comprendre. Il est extrêmement clair, extrêmement précis. Lisons-le ensemble à l'occasion de nos différentes commissions, dont la CDU, en plusieurs temps. Hein. Il ne faut pas l'avaler en une fois, ce n'est pas possible. Mais avec une lecture attentive, comprenant le sens de chaque critère, sa portée, son niveau de gravité, les moyens à mobiliser, et approprions-nous, bien sûr, ces exigences qui sont ancrées dans les pratiques. Et notamment, j'attire votre attention grâce aux éléments d'évaluation qui accompagnent chaque critère, qui vraiment nous apporte la finesse de ce critère. Et surtout, ne laissons rien passer sur les exigences portées par des critères impératifs, parce que là, il y va d'un risque vital pour les personnes soignées. Et puis, quand viendra la visite des experts, partageons avec eux nos constats, nos réflexions, pour enrichir leur évaluation dans une vision complémentaire à celle des professionnels de santé. Cela a été rappelé, être RU, c'est prendre un engagement, et c'est en particulier celui de veiller à la qualité des soins et à la sécurité des patients, bien entendu en fonction des moyens qui sont attribués, et peut-être d'aider l'établissement à obtenir ces moyens s'il en était besoin. Donc, pour tout cela, France Asso Santé organise déjà et organisera bien sûr des formations qui pourront nous aider à nous approprier ce 6e cycle et son référentiel. Je vous souhaite bon courage, bon engagement et bonne certification dans vos établissements. Merci Claude, merci pour ces encouragements. Le temps de la conclusion et pour cette conclusion, je dirais, ouverte. Merci à l'ensemble de nos orateurs d'avoir présenté leurs éléments sur cette 6e itération et d'avoir répondu aux questions que vous avez posées. Merci à vous de vous être joints à ce webinaire et vous êtes nombreux, vous étiez tout à l'heure plus de 540 personnes à suivre ce webinaire. Merci encore de répondre au questionnaire de satisfaction, c'est important. Et voilà, nous sommes au début de ce 6e cycle de certification. C'est une aventure qui démarre et il y aura des suites, si je puis dire, puisque nous n'en resterons pas là en termes d'information. Donc, je vous remercie et nous vous remercions tous encore, ainsi que l'équipe qui était en back-office, que vous n'avez pas vu, mais elles étaient nombreuses, et ça a été un véritable travail d'équipe. Je rappelle que toutes les ressources seront mises en ligne, certaines le sont déjà. Tout ce qui est notamment ce qu'a présenté Isabelle d'Orléans est accessible en ligne sur le site de la l'AHS. Le PowerPoint sera accessible et le webinaire pourra être revu ultérieurement. Enfin, traditionnellement, nous terminons par cette page de publicité. Nous vous annonçons les prochains rendez-vous de l'engagement avec les usagers, 6e édition.
qui se tiendra le 11 décembre de 10h à 12h. Pour vous inscrire, merci de vous abonner à la newsletter de la HS. Vous en serez informé et vous pourrez y participer. Merci à tous et au prochain événement. Vous êtes les bienvenus. Au revoir.